Aujourd'hui, au Sahel, au Moyen-Orient et à l'est de l'Europe, hier en Afghanistan et en Centrafrique, depuis 60 ans, la France est engagée en opération extérieure. Déployée au-delà de ses frontières depuis plus d'un demi-siècle pour assurer la sécurité des Français, la France est devenue par nature une puissance expéditionnaire. Et les armées en sont l'expression. En s'appuyant sur son réseau de forces prépositionnées de souveraineté, les armées sont en mesure d'intervenir sur les 5 continents. Et pour répondre à l'urgence, quand la situation l'impose, un vecteur fait figure d'incontournable. Projection de puissance, acheminement de fret, appui à nos opérations, évacuation de ressortissants, autant d'exemples qui montrent sa nécessité et sa pertinence. Embarquement immédiat au cœur du transport aérien militaire. C'est l'une des pires crises de l'ordre international que l'Europe ait connue depuis la fin de la guerre froide. Dans la nuit du 24 février 2022, la Fédération de Russie envahit l'Ukraine. Cette invasion provoque une condamnation massive de la communauté internationale. Conflict must stop now. La France condamne, dans les termes les plus forts, le déclenchement de ces opérations. Pour éviter que ce conflit se propage au-delà des frontières de l'Ukraine, dans les pays membres de l'OTAN, la France riposte à l'agression russe en renforçant sa participation au sein de l'Alliance Atlantique à l'est de l'Europe. Nation cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN en 2022, la France déploie, 4 jours seulement après l'agression russe, ses premiers éléments en Roumanie, à Constanta. Au total, ils sont 500 militaires français acheminés par voie aérienne à composer avec 300 Belges le bataillon fer de lance de la force de réaction rapide de l'OTAN. Mais ce déploiement ne se limite pas à la Roumanie. La France mobilise son groupe aéronaval en Méditerranée, déclenche des missions de police du ciel en Bulgarie et en Pologne, poursuit ses exercices otaniens de grande ampleur en Norvège et prolonge sa présence en Estonie. Mi-mars, le 7e bataillon de chasseurs alpins se tient prêt. Appartenant à la brigade d'urgence de l'armée de terre, cette compagnie, spécialiste du combat en montagne, dans des environnements grand froid, est mobilisée pour l'Estonie. C'est un jour un peu particulier parce qu'on est à la veille d'une projection en Estonie. On est entraîné pour tout type de mission. Et là en particulier, on sera dans notre milieu, donc je pense qu'on est prêt. Bon, globalement, le rappel de la mission, il s'agit bien de dissuader, d'accord ? Dissuader dans le cadre de la mission de réassurance de l'OTAN. Donc il s'agit en clair de montrer les gros bras face à qui vous savez. La particularité de cette mission, c'est qu'elle intervient dans un cadre multinational. Vous allez être placé sous le commandement d'un chef de corps qui est britannique. À côté de vous, vous aurez des Danois et vous serez en Estonie. Donc vous serez au cœur de la mêlée. Ce que j'attends de vous, c'est très simple. La rigueur, la sérénité et la détermination. Et passe dedans. Là, il y a peut-être un peu d'excitation, mais il y a aussi de l'appréhension, bien sûr. C'est un départ aussi un petit peu incertain, avec les conditions sécuritaires qui sont un petit peu dégradées en ce moment, au vu du contexte international. On va charger nos sacs, tout notre matériel. Ensuite, on va partir en direction de Paris pour prendre l'avion avec nos camarades de l'armée de l'air. Donc on compte sur nos camarades qui arment l'escadron de l'Estérel pour nous amener justement sur nos différents théâtres d'opération sur lesquels on va intervenir. C'est l'escadron de transport Estérel, dont les avions de transport sont stationnés à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui acheminera avec leur équipement ces chasseurs alpins en Estonie. Direction terminal 2B de l'aéroport Charles de Gaulle. Vous pouvez voir, le bus est plein à craquer, donc direction l'Estérel. Sans eux, on ne peut rien faire. Il est 4h15 du matin. Donc là, comme vous avez vu, hein, c'est toujours organisé. Hein. Donc là, déchargement des sacs et pour après, ensuite, embarquer dans l'avion. En parallèle de l'enregistrement des chasseurs alpins, l'équipage de l'escadron de transport de l'Estérel embarque. Pendant près d'1 heure, le personnel navigant prépare l'aéronef. Météo favorable, on prendra en dégagement. On doit vérifier le nombre de passagers et qu'ils soient aux bons emplacements. Et puis aussi pour le centrage de l'avion. On va en décompte 170 passagers, ça fait 17 tonnes à peu près.
Et s'il y en a trop d'un côté, l'avion il sera pas centré et c'est pas bon. Aujourd'hui, l'Estérel, c'est 2 avions, 2 Airbus 330 comme celui-ci. Donc c'est un Airbus, comme vous pouvez le voir dans les autres compagnies aériennes, mais il est utilisé pour les militaires. La mission principale, c'est le transport stratégique. On achemine les passagers au plus proche du théâtre d'opération. Une mission typiquement comme on fait aujourd'hui. On va projeter 170 passagers en Estonie. Et à droite. La projection à longue distance de troupes et de fret représente 95% des missions de l'Estérel. Reconnaissable à ces 2 Airbus, aux couleurs de la République française, cet escadron n'a qu'une vocation, projeter vite et loin. C'est bien copié, le dé avait bien été envoyé, je recheck ça. Oui, je vous remercie. Je définirais notre flotte de transport par 2 adjectifs. Le premier, ça serait efficacité, par la charge offerte, et puis aussi par le rayon d'action. Et le modernisme, parce que la 330, c'est un avion qui est récent, et la 330 MRTT, c'est un avion qui est tout récent. Rattaché aux forces aériennes stratégiques en 2021, l'escadron sera transféré sur la base aérienne d'Istres en 2023. À terme, ces Airbus A330 seront améliorés pour être dotés de nouvelles capacités, comme celle du ravitaillement en vol. C'est ça qui est gratifiant, c'est de participer aux opérations en les déposant. Et quand on vient les rechercher, ils sont quand même contents de retourner à la maison. Et on essaye de leur donner un petit peu de bonheur avec un café, un bon plateau, du sourire. C'est ça qui est gratifiant dans notre métier aussi. Si la guerre en Ukraine marque un retour aux stratégies de puissance en Europe, la France est engagée sur un autre front, celui de la lutte antiterroriste au Sahel. Aujourd'hui, l'opération Barkhane est la plus importante opération extérieure de la France. Au plus fort de l'opération, 5100 militaires français y sont déployés à travers 5 pays du Sahel pour des mandats de 2 à 4 mois. Ainsi, plusieurs fois par an, au cours de ce que les armées appellent les relèves, il faut acheminer et faire rentrer ces hommes de l'opération Barkhane. Chaque année, c'est près de 45 000 soldats qui transitent sur cette opération. Un défi logistique hors norme où les aéronefs de transport sont en première ligne. Ici, sur la base aérienne d'Istres, épicentre des flux entrants et sortants des militaires déployés en opération, près de 200 militaires s'apprêtent à rejoindre l'opération Barkhane et plus particulièrement le Niger. Cet acheminement de personnel sera effectué par un A330 MRTT Phoenix, le dernier avion multirôle de transport et de ravitaillement en vol de l'armée de l'air et de l'espace. Nous, sur MRTT, on est capable d'avoir une longue allonge, une rapidité, on peut aller sur de gros terrains internationaux et puis on peut faire la première connexion vers le théâtre d'opération extérieure. Et ensuite, il y a la flotte de transport avec la 400M et les CASA qui, eux, peuvent aller sur des endroits qui nous seraient inaccessibles. Donc elle est complètement complémentaire. L'armée de l'air, elle est toujours réactive. L'armée de l'air, on a coutume de dire qu'elle est capable de faire les choses rapidement. C'est bien la capacité de pouvoir amener des gens partout dans le monde et avoir une indépendance à ce niveau-là, à mon sens, c'est indispensable. Après 4h30 de vol, ces hommes arrivent à Niamey sur l'opération Barkhane. La plupart d'entre eux sera disséminés par d'autres moyens aériens à travers la bande sahélo-saharienne. Certains iront au Mali, quand d'autres resteront au Niger. Pour optimiser chaque vol, alors que ces militaires arrivent, d'autres repartent. C'est la lieutenant Justine qui est à la manœuvre. Donc non concernés par le DFM, par le SAS. Directement. Donc on vous souhaite un bon vol et un bon retour à Montauban. Merci. J'occupe aujourd'hui la fonction de chef d'antenne J1. Donc J1, c'est toute la chaîne de gestion des effectifs. On va gérer tout ce qui est fuseau ouest de l'opération, c'est-à-dire le Niger et le Mali, ce qui représente environ la gestion de 3000 personnels. On va gérer les personnels qui étaient en mission, qui doivent être relevés, donc on accueille leur relève pour qu'il y ait une passation de consignes et après on va gérer ceux qui doivent repartir vers la métropole. Tous les vols transitent majoritairement par Niamey. Les gros vecteurs, on ne peut pas les faire poser n'importe où. Donc Niamey, c'est vraiment la plateforme logistique de tout ça, des arrivées, des personnels. Personnel, mais également fret. Voilà, faut pas oublier qu'on a une partie gestion des effectifs, mais on a aussi une partie gestion de fret, donc tout le matériel qui va pouvoir aussi permettre la réalisation d'une bonne mission. Si tout semble fluide, la bonne conduite de cette opération d'ampleur a nécessité anticipation et planification.
Et là, on a le tableau avec l'ensemble des moyens aériens qui sont disponibles pour qu'on puisse effectuer notre mission. Donc on retrouve notre MRTT, notre gros porteur pour les relèves van in, van out. Et on a des plus petits avions type CASA ou A400M, C130J qui nous permettent l'acheminement en intra-théâtre du fret ou du PAX. C'est la fonction du capitaine Steve. Affecté en France au Centre de soutien des opérations aériennes, l'organisme chargé de l'acheminement du fret et du personnel militaire français à travers le monde, il a conduit quelques semaines auparavant une mission dite cinématique. Donc on a à peu près une centaine de PAX qui arrivent et 200 PAX qui ressortent. Cette mission a pour objectif de planifier la relève de personnel de l'ensemble de la force Barkhane. Et donc il faut construire cette cinématique de relève personnel militaire français pour pouvoir répondre à tous ces impératifs de mission. Mais on a des forces françaises qui sont basées partout dans le monde et c'est un défi de projeter tous ces personnels sur tous ces lieux. Donc il y a une coordination qui est indispensable pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. La contrainte majeure, c'est clairement les opérations, c'est l'opérationnel. Notre objectif, c'est de répondre toujours aux besoins des opérations. Et sur un terrain escarpé, difficile d'accès et vaste comme l'Europe, les moyens aériens sont essentiels pour appuyer les soldats en opération au plus près des combats. Sur le fuseau ouest de l'opération Barkhane, 3 aéronefs tactiques sont employés à cette tâche. Ils sont gérés par le groupement de transport opérationnel. Le but du groupement de transport opérationnel, c'est d'être un soutien pour les opérations. C'est son but principal. Donc les avions, ils ne sont là que pour soutenir les opérations. Donc pour ça, on emploie ce qu'on appelle des modes d'action tactique qui peuvent être de l'aéroportage, c'est-à-dire amener des personnels au plus proche du combat sur des aérodromes. Ça peut être de l'aérolargage de personnel, donc des parachutistes qui vont sauter de l'avion. Et ça va être enfin de l'aérolargage, c'est-à-dire directement acheminer au plus près des troupes du ravitaillement, de munitions, de carburant et de vivres. Dans la soute de ce C-130J, ces arrimeurs-largueurs, spécialistes de la livraison par air, chargent ces palettes en bois, appelées fardeaux, à destination d'un groupement tactique engagé à la frontière nigérienne depuis plusieurs jours. En règle générale, sur l'opération Barkhane, on va larguer des jours de vivres pour les combattants au sol. Donc ce sera principalement de l'eau, des rations. On va aussi les ravitailler en gasoil parce que forcément les convois au sol ont besoin de gasoil pour pouvoir avancer. Et ensuite, nous pouvons larguer des pièces mécaniques, des pneus, des démarreurs, des batteries, des munitions. Donc, tous les combattants, tout ce qu'ils ont besoin au sol, on le conditionne et ensuite on peut leur larguer. Tu m'appelles? J'ai déjà inspecté la face avant. On laisse en fait 20 cm d'espace entre les deux charges. Là, il est en train de relier cette charge avec celle-ci, avec de la drisse. Et c'est ce qui va créer en fait les 1,5 secondes de cadencement. C'est-à-dire que nous, en fait, avec des AP, un petit peu de scotch et des sangles, on arrive à faire quelque chose de magique. L'opération de la journée sera assez exceptionnelle. Un C-130J et un A400M effectueront une livraison par air simultanée. La partie du largage, pour nous, chefs largueurs, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a beaucoup de préparation en amont. On va conditionner le matériel, on va faire la prise en compte de l'aéronef, charger l'aéronef, faire toutes les vérifications. Et effectivement, une fois qu'on a décollé, tout s'enchaîne très très vite. Et en moins de 30 minutes, nous avons ravitaillé les troupes au sol. Ce largage permettra aux 270 soldats engagés au sol de continuer leur opération. Mais la manœuvre n'est pas terminée. Après cet aérolargage, place à l'aérotransport. Alors que le C-130J rentre à Niamey, l'A400M poursuit son vol vers Gao au Mali pour embarquer 3 véhicules blindés légers. Là, on a fait un largage. Maintenant, on va faire de l'aérotransport. On va amener les VBL, c'est des petits véhicules blindés, et un peu de matériel sur des palettes. Et donc, on va aller livrer ça à Abidjan. En fait, la route continue. Cet avion, il est parfait pour les opérations.
parce qu'il nous permet de brosser un peu tout le scope des capacités qu'on doit mettre en œuvre. Ça peut être du largage de personnel, du largage de matériel, de la mise à terre par posée d'assaut, ça va être du transport logistique, ça va être du transport de chargement particulier comme les hélicoptères qui ne rentrent pas dans les autres avions. Donc c'est vraiment l'avion parfait pour ça. Et je suis fier de toujours pouvoir voler tous les jours dessus et continuer à prendre du plaisir. Il est possible que ça passe pas, si ça passe pas en longueur, il faut lier deux chaînes. Sur l'année 2021, vous avez globalement de l'ordre de 2000 heures de vol. Vous avez l'ordre de 5200 tonnes de fret transporté, de l'ordre de 400 tonnes larguées en opération de ravitaillement par air, et vous avez de l'ordre de 19 000 passagers transportés. Donc ce qui est un volume considérable en intrathéâtre. Mais les missions de la flotte de transport ne s'arrêtent pas là. Des avions ravitailleurs sont également mobilisés, comme ce C-135. En permanence, il intervient en soutien des avions de chasse. Et ça a été une mission de 4 heures de vol pour pouvoir ravitailler une patrouille de D2000 qui, eux, vont effectuer des missions de réassurance, de protection de convoi et de recherche d'informations. Reconnaissance d'axe, appui des forces spéciales engagées au sol, démonstration de force et surveillance aérienne. Pour un seul et même vol, différentes missions sont prévues pour les Mirages. Et pour les mener à bien, ces deux chasseurs ont besoin d'autonomie pour pouvoir voler plus longtemps. Pendant cette phase de ravitaillement, 9 tonnes de carburant sont délivrées à ces deux chasseurs en moins de 15 minutes. Les caractéristiques de notre avion sur l'opération Barkhane, c'est qu'il peut délivrer 25 tonnes de fuel aux chasseurs avec une autonomie de 3 heures et 3 heures et demie de vol dans notre avion. Et ce qui permet de rallonger le temps de vol des chasseurs de 4 à 5 heures de vol. Dans le ciel de Barkhane, les aéronefs de transport sont des indispensables. Qu'il s'agisse d'acheminer les soldats sur l'opération ou bien de leur permettre, dans la durée, de mener à bien leur mission. Mais pour faire face aux nouvelles menaces, toutes ces capacités nécessitent d'être entretenues et toujours un peu plus améliorées. La recherche et l'innovation sont donc essentielles pour rester à la pointe. Et ce, avec un seul mot d'ordre, la réussite des opérations. Et en matière d'aérotransport et d'aérolargage, un lieu d'expertise et d'essai fait figure de référence. Basé près de Toulouse, le centre de la Direction générale de l'armement dédié aux techniques aéronautiques a notamment pour vocation d'évaluer la capacité d'un matériel à être aérotransporté. Et ici, le recours aux nouvelles technologies est un prérequis. Ingénieur, Johan est expert simulation dans le domaine de l'aérotransport. Avec son équipe, il a développé Vesta, un nouvel outil pour faciliter le chargement de véhicules dans les aéronefs, comme le blindé multirôle léger Serval. Il s'agit du nouvel outil de simulation pour l'aérotransport et permet de répondre aux contraintes liées au chargement et à l'arrimage d'un véhicule dans une soute d'aéronef, comme par exemple le calcul de charge aux essieux, les distances de sécurité et les limitations avion. Entre les deux Serval, on a un espace très restreint et du coup, il a fallu quand même trouver une solution pour arrimer, pour respecter les valeurs d'arrimage sur nos deux Serval. La réalité virtuelle nous permet de nous immerger vraiment dans nos simulations et de visualiser précisément les encombrements des différents matériels qu'il y a dans la soute. Donc Vesta nous a permis d'obtenir un gain de précision en termes de visuel, de représentation visuelle de nos simulations, mais aussi en termes de calculs qui sont plus précis maintenant. On estime à 30% le gain de temps obtenu pendant la réalisation des essais sur le Serval, par exemple. Si Vesta a fait ses preuves avec le Serval, il est promis un bel avenir en venant prêter main forte à d'autres domaines d'expertise, comme celui de l'aérocordage et de l'aérolargage. Si cette technologie de pointe tient une part grandissante dans les essais et les qualifications de matériel militaire, la confrontation au réel reste néanmoins nécessaire et essentielle. Ressemblant à un gros quad, le Fardier est un nouveau véhicule pouvant transporter et tracter l'équipement de personnel parachuté. Il est en phase de qualification d'aérolargage. On va s'attacher à deux choses. La première, c'est qu'il puisse être largué en toute sécurité. Et la seconde, qu'il puisse arriver au sol entier et conserver toutes ses performances. Puis après, on va vérifier que lors du largage, le véhicule arrive au sol et puisse être déconditionné rapidement
et qui soit opérationnel. C'est-à-dire que les fantassins qui l'accompagnent puissent monter à bord et partir dans des délais assez brefs. Les forces françaises sont une des rares à être dotées d'une force aéroportée majeure et opérationnelle. Et le véhicule Fardier a été spécifiquement conçu pour être aérolargué et soutenir les troupes aéroportées. Sa vocation est d'amener du matériel en soutien aux fantassins, mais aussi d'évacuer du blessé ou de transporter du matériel. Son dernier essai réussi, il devrait entrer dans les forces fin 2022 pour notamment faire équipe avec l'A400M pour soutenir parachutistes ou fantassins en première ligne. Et être en première ligne s'apparente parfois à répondre le plus rapidement possible à l'imprévu. Après une offensive éclair qui aura duré 3 mois et demi, l'Afghanistan tombe aux mains des talibans. Le 15 août 2021, le mouvement islamiste entre dans la capitale afghane, Kaboul. Des milliers d'Afghans cherchent à fuir le nouveau régime. Leur seul échappatoire, l'aéroport de Kaboul, encore sécurisé par les Américains, dont le retrait définitif est annoncé le 31 août. Pour la France, une course contre la montre s'enclenche pour évacuer notamment ses ressortissants. Une manœuvre logistique d'envergure est alors déclenchée. L'opération Apagan. Depuis Paris, au centre de planification et de conduite des opérations, le colonel Cyril a préparé et suivi en temps réel le bon déroulement de l'opération. En termes logistiques, une évacuation de ressortissants n'est jamais simple et elle est forcément conditionnée à la géographie du pays. L'Afghanistan, c'est un pays enclavé, donc on n'arrive pas par la voie maritime. Il y a forcément soit de la voie aérienne, soit de la voie terrestre. Lorsqu'il faut aller vite, la voie aérienne est évidemment la plus appropriée. Les principaux atouts dont la France dispose sont son dispositif d'alerte, engagement national d'urgence, en 48 heures ou 24 heures n'importe où dans le monde, sont évidemment ses moyens de projection aériens, et ensuite son réseau de forces prépositionnées ou de forces de souveraineté qui permet d'avoir des relais logistiques, des points d'appui un peu partout dans le monde. Seulement quelques heures après la chute de Kaboul, 2 avions de transport tactique de type C-130 Hercule et A400M Atlas posent sur le tarmac de la base aérienne 104 d'Abu Dhabi, épicentre des forces françaises prépositionnées aux Émirats arabes unis. Cette base sera le pivot de l'opération. Un double pont aérien est mis en place. Ces aéronefs de transport tactique assureront les évacuations de Kaboul vers Abu Dhabi, alors que les avions de transport stratégique de type A310 et A330 MRTT feront la liaison entre les Émirats arabes unis et la France. Le choix de se porter sur les avions de transport tactique type A400 ou C-130 Hercule s'est fait parce qu'on avait la possibilité d'avoir un point relais sur les forces françaises aux Émirats arabes unis. Le temps de vol entre les EAU et l'Afghanistan est d'environ 3h30 à 4h30 en fonction du vecteur, et un aller-retour est possible sans avoir besoin de réapprovisionner en carburant. Donc c'est cette contrainte logistique qui finalement a dimensionné l'échelonnement de notre opération. Les avions de transport stratégique, quant à eux, ont été réservés au segment Émirats arabes unis France, parce que c'est de l'avion longue distance, parce qu'il y a 7 heures de vol, parce qu'on met 250 personnes dedans au lieu de 70, et donc de ce fait c'était beaucoup plus adapté pour ce qu'on a appelé les boucles arrière, les boucles avant étant faites 2 à 3 fois par 24 heures sur l'aéroport de Kaboul. À bord de son A400M, le lieutenant-colonel Guillaume, lui, était en première ligne. Au cœur du mois d'août 2021, il a participé aux dernières évacuations de Kaboul, une capitale en proie à une pression sécuritaire toujours plus pesante. On a cherché à essayer d'emmener le plus de monde possible. Donc on a pu dépasser le nombre de passagers qui est normalement certifié sur A400M en mettant des procédures un petit peu particulières. Donc tout simplement, tout le monde n'avait pas de siège, mais on a pu tendre des sangles qui ont permis en fait à embarquer le plus de monde possible en toute sécurité et pouvoir ramener tout le monde à bon port sur les Émirats arabes unis. Fin août, c'est l'ébullition dans la capitale afghane. Chaque jour, les Afghans sont toujours un peu plus nombreux à se masser aux portes de l'aéroport. Mais intervenir dans cet environnement dégradé, en coalition, sur des pistes surchargées et perchées à 1800 mètres d'altitude, représente un vrai défi pour les pilotes de transport. Les équipages mettaient en œuvre des procédures d'approche et de décollage particulières pour essayer de se soustraire à une menace qui aurait pu viser les aéronefs. Et finalement, arriver à s'intégrer aussi au sein d'une coalition a été le principal enjeu au sein de cette opération. Car pour évacuer le plus de monde possible, avant le 31 août, date de retrait des troupes américaines, les pilotes français ont dû s'insérer dans un flux incessant
d'avions américains, britanniques, canadiens, allemands, belges ou encore espagnols. On avait une demi-heure entre le poser et le redécollage pour pouvoir faire nos opérations d'embarquement, débarquement, des opérations qui étaient réalisées moteur tournant. On n'avait pas la possibilité également de refaire un complément de carburant. C'était des contraintes tactiques assez fortes qui ont été dimensionnantes pour la conduite de cette opération. Au total, 26 rotations entre Kaboul et Abu Dhabi et 16 entre les Émirats arabes unis et la France auront lieu. En seulement 13 jours d'opération, plus de 2800 ressortissants français, européens et afghans ont pu être évacués, voire sauvés. C'est une mission qui donne beaucoup de sens à notre engagement. La devise de la brigade aérienne d'appui projection est combattre et sauver. Et je pense qu'en fait, dans le cadre de cette opération, on est clairement sur ces deux piliers. On se retrouve à opérer dans un environnement dans lequel seuls les avions de transport militaire peuvent opérer, tout en ayant la dimension sauvetage de vie humaine. Et je pense qu'à l'issue de cette opération, on peut être fier de ce qu'on a réalisé en disant qu'on a sauvé sûrement plusieurs vies, ou en tout cas offert un horizon et des perspectives meilleures aux personnels qu'on a pu embarquer plutôt que s'ils étaient restés sur Kaboul. Alors c'est une opération qui est hors norme, ça restera dans l'histoire de l'aéronautique, tout simplement parce qu'en fait les ponts aériens sont finalement assez peu nombreux depuis les débuts de l'aéronautique et l'aéronautique militaire. Finalement, la machinerie qu'on arrive à mettre en œuvre fait qu'on a une boucle de décision très courte, des moyens dédiés à disposition en régie et en alerte qui permettent n'importe où dans le monde d'être secourus dans un temps très court. Et c'est ça qui est rassurant. C'est clairement une sorte d'assurance-vie que la France offre à ses concitoyens. Projeter avec force, vite et loin sont les maîtres mots de la flotte de transport française. Reposant aussi bien sur des moyens longue distance que sur des aéronefs capables de poser sur des terrains sommaires, elle contribue, depuis plus de 60 ans, à donner à la France les moyens de ses ambitions et de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité. Dans un monde toujours un peu plus dangereux, où les crises prolifèrent de l'Europe au Moyen-Orient et où les distances se raccourcissent, le transport aérien militaire français constitue plus que jamais un levier de puissance et de diplomatie.